Saviez-vous qu'il existe une montagne si dangereuse que près d'un alpiniste sur 3 qui atteint son sommet n'en revient jamais? C'est l'Annapurna I, que l'on surnomme la jumelle maléfique de l'Everest. Avec ses 8091 mètres, elle incarne l'essence même du piège naturel. La plupart des montagnes sont périlleuses lors de l'ascension. Mais celle-ci, elle guette le moment de la descente, précisément lorsque vous vous croyez enfin en sécurité. L'Annapurna doit son nom à la déesse hindoue de la nourriture et de la subsistance. Un choix approprié puisque ces glaciers alimentent les rivières qui irriguent les vallées en contrebas. Mais au sommet, la bienfaitrice se transforme en prédatrice. Elle déchaîne avalanches, effondrements de parois glacées et chutes de pierres, comme si la montagne auditionnait pour un film catastrophe. Les alpinistes la décrivent comme imprévisible, instable et d'une cruauté implacable. Jadis, son taux de mortalité avoisinait 32%, une statistique effrayante qui faisait frémir même les plus téméraires. Les progrès de l'équipement moderne et la précision accrue des ont permis de réduire pour proche de 20%. Ce qui demeure glaçant. Lorsqu'ils entament la descente, les grimpeurs sont déjà exténués, privés d'oxygène et confrontés à des changements météorologiques soudains. C'est alors que les décisions deviennent confuses et que les appuis se dérobent. Sur l'Annapurna, atteindre le sommet ne signifie pas la victoire. Cela signifie simplement que vous avez enclenché la seconde moitié du combat contre le boss final, mais avec une jauge de santé presque vide et aucun point de sauvegarde. Ah, et votre barre d'endurance est à plat, votre équipement commence à se détériorer et quelqu'un a coupé la musique. C'est le genre d'ascension qui amène les alpinistes les plus aguerris à remettre en question leur choix de vie en pleine descente. Et si vous trouvez cela inquiétant, attendez de découvrir son cousin plus glacial et plus impitoyable, le K2. Situé au Pakistan, ce sommet ne cherche pas à se montrer accueillant, et sa réputation est telle que Hollywood en a fait des films. Culminant à plus de 8600 mètres, le K2 porte le surnom de montagne sauvage, lequel fait figure d'euphémisme. Ici, la météo change plus vite que ma playlist, avec des tempêtes pouvant durer plusieurs jours. La montagne s'apparente à un parcours d'obstacles vertical, fait de glace, de rochers et de regrets. Comme si quelqu'un avait construit un parcours de Ninja Warrior, tout droit, en pleine tempête de neige, en oubliant de préciser qu'il n'y a aucune récompense, seulement des engelures et le droit de s'en vanter. À cette altitude, au-delà de 8000 mètres, vous pénétrez dans ce que les spécialistes appellent la zone de la mort. L'expression n'est pas exagérée. L'air y contient à peine le tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer, et votre organisme commence inexorablement à s'épuiser. Aucun corps humain ne peut s'adapter durablement à de telles conditions. La majorité des alpinistes emportent de l'oxygène en bouteille, mais ce recours demeure lourd, limité et loin d'être infaillible. Perdre une bonbonne, c'est voir son plan de secours s'effondrer. Ajoutez à cela un froid mordant, avoisinant les moins 40 degrés. Doigts, matériel et esprit s'engourdissent. Les hélicoptères ne pouvant atteindre les camps supérieurs, toute évacuation devient impossible si la situation se dégrade. Le dernier obstacle avant le sommet s'appelle le goulot d'étranglement. C'est comme avancer sur la pointe des pieds sous une enclume de dessin animé qui vacille depuis des heures, en espérant que ce ne soit pas le mauvais jour. Ironiquement, malgré tous les dangers, ce passage reste techniquement le chemin le plus simple et le plus rapide vers le sommet. Gravir le K2 n'est pas un simple moment à cocher sur une liste de souhaits. C'est un combat de plusieurs jours contre la gravité, au beau milieu d'une tempête, quand vos jambes flageolent et que votre esprit peine à suivre. Rien que d'imaginer la scène, j'ai le vertige. Ces alpinistes apparaissent vraiment comme les plus audacieux de la planète. Le prochain sommet s'appelle Nanga Parbat, également situé au Pakistan. Ne vous laissez pas séduire par ce nom au charme fantastique, car il est surnommé la montagne tueuse. Il s'agit du 9e sommet le plus élevé du monde, culminant à plus de 8100 mètres, et il s'est imposé comme l'une des ascensions les plus techniquement exigeantes de la planète. Sa caractéristique principale est la face rupale, la plus haute paroi montagneuse au monde. Un mur stupéfiant de roches et de glace, s'élevant sur plus de 4500 mètres verticaux depuis la base jusqu'au sommet. Cette paroi n'est pas seulement vertigineuse, elle est presque entièrement verticale, avec des sections dangereusement exposées, constamment mouvantes et sujettes aux avalanches. De la vallée jusqu'au sommet, l'ascension est continue. Sans pente douce, ni repos possible, juste une progression ininterrompue. Imaginez-vous, au bas de cette muraille, s'étendant sur près de 5 km vers le ciel, c'est splendide, mais pour moi, ce serait un non catégorique. Cependant, comme nous l'avons déjà constaté,
les alpinistes sont intrépides et se rient d'un tel danger. Par exemple, en 1953, l'alpiniste autrichien Hermann Buhl a marqué l'histoire en réalisant la toute première ascension en solo d'un sommet dépassant les 8000 mètres. Et ce, sans aucun recours à l'oxygène en bouteille. À ce jour, c'est le seul cas où un individu a atteint une telle altitude seul. Ce n'est pas seulement un acte de courage exceptionnel, c'est presque surhumain. Il a même dû passer la nuit perché sur une petite corniche glacée près du sommet, incapable de redescendre avant la tombée de la nuit. Encore une fois, ce qui rend Nanga Parbat si redoutable ne se limite pas à son altitude. C'est aussi l'isolement extrême et la rudesse de son terrain, silencieux, solitaire et abrupt sous presque tous les angles. Le suivant sur notre liste de montagnes redoutables est le Kangchenjunga, troisième plus haut sommet du monde avec ses 8586 mètres. Il s'élève sur la frontière entre le Népal et l'Inde et, curieusement, ne porte aucun surnom inquiétant. Les habitants considèrent son sommet comme sacré, et de nombreux alpinistes s'arrêtent à seulement quelques mètres de l'apogée par respect, une attitude à la fois poétique et prudente. Le dernier tronçon s'apparente à une marche sur un fil au-dessus d'une trappe recouverte de neige, où chaque pas exige une concentration totale. Ce n'est pas le pire, mais le danger y est indéniable. La visibilité est très réduite et il peut y avoir des corniches cachées, suspendues au-dessus du vide. Si vous vous aventurez un peu trop sur le côté, oups, vous pourriez finir par marcher hors du bord d'une montagne semblable à un nuage. J'ai l'impression que même Ville Coyote trouverait cette situation terrifiante. Et, honnêtement, cela ne fait que confirmer une fois de plus le courage et l'audace extraordinaire de ces alpinistes. Mais voici quelque chose de fascinant. Le Kangchenjunga abrite son propre abominable homme des neiges. Les habitants le surnomment le démon du Kangchenjunga. Au XXe siècle, des explorateurs ont juré avoir aperçu une créature gigantesque et velue sur les pentes. D'autres prétendent avoir trouvé des empreintes bien trop grandes pour être humaines. Ainsi, en tentant d'atteindre le sommet, vous marchez en équilibre sur une passerelle gelée à 8500 mètres, plissant les yeux à travers la neige tourbillonnante, en espérant que votre prochain pas ne sera pas le dernier ET, que le Yeti ne vous surprendra pas. Un autre fait amusant, le Kangchenjunga fut autrefois considéré comme la plus haute montagne sur Terre, jusqu'en 1852, lorsqu'une personne équipée d'un théodolite et d'une patience infinie découvrit que l'Everest le surpassait. Ce fut une mauvaise journée pour le Kangchenjunga. Néanmoins, médaille de bronze pour la hauteur, médaille d'or pour son mystère. Mais qu'en est-il de celui qui détient la médaille d'or pour la hauteur, le plus célèbre de tous, le mont Everest? À 8848 mètres, il représente le point culminant de la Terre, son sommet pénétrant même dans le courant jet, où les vents peuvent dépasser les 160 km/h. Pourtant, malgré son altitude, l'Everest n'est pas l'ascension la plus techniquement difficile. Grâce à l'équipement moderne, aux itinéraires précis et, à la foule de grimpeurs présents à chaque saison, il est devenu l'élément le plus extrême d'une liste de défis incontournables pour les aventuriers. À 8000 mètres, vous pourriez littéralement vous retrouver coincé derrière quelqu'un prenant un selfie. En 1953, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay devinrent les premiers grimpeurs confirmés à atteindre le sommet, transformant instantanément l'Everest en symbole de l'exploit humain ultime. Depuis lors, des milliers ont tenté de suivre leurs traces, certains en quête de gloire, d'autres poursuivant un frisson unique dans une vie. Mais ne vous y trompez pas. Sa popularité ne signifie pas que l'ascension soit facile. Loin de là, l'Everest reste extrêmement dangereux. Le froid est brutal, l'air très rare et la météo peut changer en quelques minutes. Engelures, mal d'altitude, crevasses, chutes de glace, tout un programme. Dans la zone de la mort, même des gestes simples comme s'attacher à une corde deviennent des casse-têtes au ralenti, semblables à ceux d'un cauchemar.